Moi, je suis une enfant de chez Rolls-Royce, OK? Ben, mon éducation en ce qui concerne le sourcing et l'approvisionnement a été fait, chez Rolls-Royce et dans la diligence initiale, j'allais jusqu'à demander, en fait, valider si l'usine n'était pas sur un terrain, protégé. On voit beaucoup ça en Californie. Glissement risque de glissement de C'est vrai. terrain, de tornades, donc tout ce qui Zone à est les risque, zones là. à risque. Hem À combien de est-ce que l'usine est bien protégée au niveau des feux? À combien de kilomètres? Et le prochain, le prochain poste de pompier? Heu, j'allais dans Ben, on est dans l'infime la vraie détail. gestion de risque. Ouais. Puis surtout maintenant, il y a des choses qu'on peut anticiper, il y a des questions qu'on peut poser. Vous écoutez le balado FinLam qui s'adresse aux professionnels de l'approvisionnement et aux dirigeants d'entreprises en quête d'excellence. J'y reçois des témoignages d'intervenants clés de divers horizons, du public et du privé. Ils viennent nous partager des expériences et dévoiler des pratiques inspirantes, des conseils et des innovations audacieuses. Bienvenue dans l'univers passionnant de l'approvisionnement. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue à notre épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un sujet très intéressant qu'on va aborder qui est celui du rôle du professionnel de l'approvisionnement en tant que spécialiste de la gestion des risques. Je sais qu'on parle souvent de gestion des risques, mais là, on va aborder le sujet en profondeur et on va peut-être comprendre que la fonction approvisionnement, c'est bien plus que la simple gestion des achats, mais que la fonction joue un rôle crucial dans la gestion globale des risques de l'entreprise. Et pour parler de ce beau sujet, j'ai avec moi Isabelle Paradis, qui est mon invitée aujourd'hui. Bonjour Isabelle. Allô? Très contente que tu sois là parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce sujet en particulier. On veut optimiser la fonction, donc on va en parler. Mais avant, je veux prendre quand même quelques minutes pour te présenter. Il y en a plein qui vont déjà te connaître, j'en suis certaine. Mais juste un petit mot. Donc, Isabelle, titulaire d'un MBA déjà pour cadre de l'École des sciences de la gestion à Montréal, Oui. et une actrice depuis très longtemps dans le domaine de l'approvisionnement, mais dans plein de secteurs, hein, je les nomme, l'énergie, l'aérospatiale, le divertissement, la vente au détail et le textile biomédical. Voilà. Maintenant, hein, Oui. tu es dans ce poste maintenant, partenaire, première vice-présidente chaîne d'approvisionnement, produits et innovation. Voilà. C'est magnifique. C'est bien Chez dit. MIP, une belle organisation. Donc, on a tout ton bagage de leader, de spécialiste, de stratège de toutes ces années-là. On va aborder le sujet de la gestion des risques. J'ai dit en introduction que il faut qu'on commence à comprendre que la fonction appro, c'est bien plus que de la gestion des achats, mais qu'effectivement, elle a un rôle critique, stratégique Crucial, à oui. jouer, notamment dans la gestion des risques. Et d'emblée, avant qu'on aille vraiment dans le sujet du sujet, raconte-moi pourquoi aujourd'hui, quand on aborde le rôle du responsable d'appro, spontanément, toi, tu dis, on est des gestionnaires de risque. Raconte-nous d'où ça vient. Parce que j'ajoute que si je pose la question à quelqu'un aujourd'hui, c'est pas naturel qu'il va me dire, ah, moi, dans ma fonction appro, je suis gestionnaire des risques. Mais toi, tu as une Oui, vue très j'ai différente là-dessus. Alors, vas-y, raconte-nous ça. parce que pendant des années, quand les gens me posaient la question, heu la première chose qui me venait en tête, en fait, c'était stratège. Je suis stratège. Donc, on met en place des stratégies, basées sur des faits et des risques, hein, des risques inhérents à la chaîne d'approvisionnement. Mais, c'est lors d'un cours, du MBA où j'avais eu une session, 1 à 1 avec une de mes professeurs avec qui je discutais, en fait, de la gestion de changement. Et à un moment, elle m'a arrêtée et m'a posé la question, tout bonnement: «Isabelle, tu fais quoi comme travail?» Et là, Ça peut être perturbant. ouais, le chevreuil, là, dans la nuit qui regarde les phares de la voiture. Comment je résume tout Exact, ça? en quelques mots. Alors, je lui dis tout bonnement: je suis stratège en approvisionnement». Elle dit: «Ben, dis-moi en plus». Alors, je me suis mis à un peu, décrire ou, dire à voix haute ma description de tâche, hein, et tout Décortiquer ce les que je faisais. activités? Et à la toute fin de notre entretien, elle me dit: «Mais c'est simple, Isabelle. Ce que tu fais à tous les jours, tu fais de la gestion de risque». Et là, j'ai fait:
Parle-moi-en. Explique-moi. Et c'est en discutant, en échangeant avec elle qu'une lumière s'est allumée, en fait. Et effectivement, à son point, je fais de la gestion de risque, à l'intérieur de l'entreprise. Mais je trouve ça fascinant. Et aujourd'hui, depuis ce jour, en fait, lorsque j'aborde mes employés, mes rapports directs, je leur dis toujours, si tu as à identifier une problématique à l'intérieur de l'entreprise, une opportunité à l'intérieur de l'entreprise, identifie immédiatement les risques. Et c'est comme ça que moi, je fais pardonnez mon anglicisme, mon assessment, donc mon évaluation de la situation. C'est lorsqu'on on me met en lumière les risques inhérents à la À situation. travers le Oui, filtre que je suis du capable de risque. dire, OK, oui, on doit agir urgemment là-dessus. Celui-là, Donc, on c'est peut une le aide à mettre la dans un... décision en même temps si on Oui, le fait correctement. effectivement. Donc là, si tu permets, moi, on va nommer les risques. Hein. C'est Oui, les risques qu'on retrouve dans toutes les organisations. Bon, les impacts sont différents selon où on est, mais il reste qu'il y a 4 familles de risques, disons, oui, qui sont importants à considérer. Donc, on a les risques financiers, on a les risques opérationnels. Normalement, ces 2 risques-là, on va se retrouver un peu plus facilement. On va trouver nos repères en approvisionnement. On ajoute le risque réglementaire et juridique légal, oui, et le risque lié à la réputation. Donc là, réputationnel. on les a nommés. Maintenant, on Oui, va faire du plongeon allons-y. et puis on va les décortiquer pour aussi déterminer quel impact, quelle contribution peut avoir le professionnel de l'approvisionnement à l'intérieur de la gestion de ce risque-là. Donc, commençons avec les risques financiers. Oui, Tu sais, on dit tout le temps, la principale responsabilité dans une organisation pour l'approvisionnement, c'est ou censé être la maîtrise des coûts, la maîtrise des budgets. Comment toi, tu vois ça? Et comment tu as vécu cet aspect de gestion des risques financiers? Comment toi, dans ta vision de ce qu'est le rôle de l'approvisionneur, dans son sens large, tu vois son application? mais ce que j'aimerais ajouter, c'est l'intention de ça, c'est d'être périn et d'être profitable. Donc, Et d'être euh, compétitif, j'ajouterais, parce d'être que compétitif, mais ta compétitivité, tu peux aussi aller la chercher dans une différenciation de produits. Donc, mais vraiment, là, le risque financier, on le voit là, au niveau de la pérennité de mmh, l'entreprise, c'est assurer la pérennité de l'entreprise et sa rentabilité. Ça passe par sa rentabilité. Mon Dieu, comment on va le voir? Un, il y a des risques qui s'entrelient, hein, donc oui, qu'il y a des liens qui se font. S'assurer de toujours avoir le meilleur coût d'acquisition. Et quand je dis le coût d'acquisition, c'est le coût total oui. d'acquisition, hein. On s'entend, je parle toujours en coût On a tout totaux. le temps un peu de difficulté avec le Non, prix d'achat non, non, le versus prix le coût d'achat, total. puis le coût total C'est 2 choses d'acquisition, il y a le différentes. TCA ou le Oui, TCO, on peut utiliser celui qu'on veut. oui. Mais en bout de ligne, c'est de prendre en considération tous les coûts inhérents à l'acquisition de ce produit. Donc, c'est de s'assurer qu'on a le meilleur coût, négocier en prenant en compte toutes les variations du marché, la disponibilité et ce qui s'ensuit. Après, il y a le risque financier relié à la réputation. Si on a une poursuite donc autant réputationnel que légal, il y a des risques financiers. Le financier revient tout le temps. Toujours, L'impact est souvent d'abord financier. toujours. Ouais. Donc, le choix du fournisseur, le choix du produit, Ouais. la source du produit, le pays d'origine, le pays destinataire, tout ça doit être pris en considération et peut être identifié à un risque financier à l'entreprise. Donc, Donc, la façon ou la contribution de la fonction approvisionnement dans cette maîtrise des coûts, c'est d'abord de la comprendre. Je dis toujours ça, il faut commencer par comprendre ses coûts, oui, les décortiquer, les analyser correctement aussi. oui. Ça, on n'est pas toujours très bon là-dedans. Non. Puis il y a un bel outil qui s'appelle l'arbre d'approvisionnement, en fait, où en part, un peu comme une gamme de production ou un bill of material, Oui, on va prendre le produit et le décortiquer avec tout ce qui est toutes les intrant, les composantes. composantes, dans sa finalité. Donc, on parle même de matières rares, des processus externes qui sont utilisés aussi et les pourcentages reliés à l'intérieur de ce produit-là. Donc, quel pourcentage cette matière première représente versus une autre.
Donc, dans la granularité, on arrive à maîtriser davantage les coûts de revient, les coûts d'acquisition, le total cost of ownership et en même temps, gérer le risque financier. Puis, on peut pas parler de réduction de coûts, de maîtrise de coûts sans parler de fournisseurs. Ça se fait à 2. Je dis toujours que ça se fait à 2 ces Toujours. exercices-là. Oui, Donc, à l'intérieur même de ce risque-là, il y a comment je gère mon risque à travers ma chaîne et comment je valide l'élément, du fondement financier auprès de mes fournisseurs aussi. Ça, il faut pas l'oublier parce que des fois, on escamote un petit peu. On travaille je dis toujours, on travaille à l'interne, on travaille en solo, mais il y a beaucoup, beaucoup de bénéfices à gagner à intégrer notre chaîne directement et nos partenaires externes dans nos exercices de réduction de coûts. partenariat. Hein, on arrive à ça. Mais risque financier aussi, c'est bien que tu me ramènes en fait dans le droit chemin, c'est qu'il y a aussi la partie financière du fournisseur. On a un devoir d'audit financier Ouais. et de valider la santé financière de nos fournisseurs. C'est un risque financier à l'entreprise. Puis c'est un risque qui va venir toucher notre risque opérationnel, hein, parce qu'on est Oui, dans un scénario possible où on a un fournisseur qui a des problèmes financiers, qui a une incapacité de fournir. temporaire ou permanente à nous fournir ce Oui, qui s'est engagé à nous fournir, oui. ben ça nous impacte, nous, au niveau opérationnel direct. Donc, le risque opérationnel, il est omniprésent. Le risque financier est omniprésent, le risque opérationnel aussi, Et oui. on revient toujours à ça Ah oui. aussi par rapport à soit aux financiers ou autre chose, mais on a aussi cette responsabilité comme fonction à pro de faire en sorte qu'on ait une continuité de nos opérations de toutes les façons. Donc, explique-nous, et puis je sais que tu as des expériences dans différents secteurs, c'est bien de dire comment moi, Isabelle et mon équipe, par expérience, j'arrivais à cerner mieux ce risque-là, à le mitiger, puis à travailler aussi à l'intérieur de ma chaîne pour m'assurer qu'au niveau interne, il y ait une continuité des opérations en tout temps. Ben, en fait, il y a, la diligence initiale qui nous permet rapidement de valider si le fournisseur est périn dans ses opérations. Il y a des organisations pour lesquelles j'ai travaillé qui obligeaient les fournisseurs à remplir des tableaux, et d'exposer, d'ouvrir leurs livres, en fait, tant sur leur santé financière, les investissements à venir, les demandes de capitalisation, tout ce qui était recherche et développement aussi, parce on les veut périns au niveau technologique pour nous Oui, tu as soutenir raison. à long terme, hein. On veut être Oui, compétitif, donc pour ça, on se doit d'avoir des fournisseurs qui se tiennent oui. aux dernières, technologies. Hem et bon, tout ce qui était, financier, en fait, les rapports financiers, leur capacité planifiée sur 3 ans ou 5 ans dans certains cas. Donc, il y a cette diligence-là initiale qui se fait avant même de poursuivre les discussions. Donc, il y a une première évaluation qui se fait, là, on parle de grandes organisations, des gens, Ouais. hein, on en a, où il y a plusieurs personnes et plusieurs strates aussi, des gens qui sont spécialisés dans tous les domaines, mais la diligence initiale, de bien poser les questions. Maintenant, petites entreprises vont me dire: «Mais Isabelle, on fait affaire avec des entreprises privées». Je vous donne un truc à tout le monde et Pour gardez-le. les aspects financiers, c'est difficile Oui, à obtenir. mais il y a une façon très facile et je l'ai faite à maintes fois. Vas-y, partage ça. Donc c'est à porte fermée, CFO à CFO OK. et En niveau de confiance, que oui, les informations vont rester, dans cette salle, mais ça va rassurer. ça rassure le CFO, Ouais. ça rassure, le département des finances sur l'investissement à faire et à venir. Parce que moi, quand je soumets un fournisseur à mon organisation, à mon conseil d'administration et je leur dis: «Pour ces pièces, je demande une permission de restructuration, de resourcing», en fait, c'est que je leur dis: «Vous allez placer vos billes pour les prochains 5 ans, ou 3 ans, dépendamment Ouais. du contrat, Ouais. avec ce fournisseur-là. Je vous demande de me faire confiance». Donc, on s'entend que Oui, oui, oui. hein, j'influence, le cash flow de mon entreprise. Ouais, ouais, ouais. C'est Ça engage sérieux, à là, beaucoup de c'est du choses. sérieux, voilà. Ouais. Donc, à toutes les fois où j'ai eu affaire avec de petites entreprises ou des entreprises privées et qui ne voulaient pas divulguer leurs états financiers, je leur offrais très gentiment d'avoir un entretien CFO à CFO et ça a toujours été accepté.
C'est un bon truc. Je pense que c'est une bonne façon aussi de mais ça ajoute à la crédibilité de la personne qui le propose aussi, je trouve. Peut-être, mais ce que j'ai surtout apprécié, c'est la qualité et le professionnalisme à 100 à toutes les fois de mon CFO, de mes CFO qui ont eu à performer, à aller de l'avant avec cette demande-là parce que, ils ne peuvent pas divulguer le contenu de la discussion et tout ce que je recevais par courriel, c'était: «J'approuve la proposition et la Exactement. recommandation». Donc le niveau de confort est obtenu dans la discussion, mais Ouais, pas besoin d'en savoir plus dans le j'avais pas fond. besoin, je l'avais par écrit, Puis on n'a pas j'étais, les moyens de l'obtenir de toute manière, plus d'informations, donc c'est un bon truc ça. C'est un très bon truc. Je suis sûre qu'il y en a qui vont retenir ça, puis qui vont s'essayer parce que ben, j'espère ça parce que rapproche aussi, puis souvent quand on parle de relations privilégiées, de relations avec un fournisseur, un partenaire plus stratégique, c'est un pas dans la direction aussi de je te fais confiance, on partage parce qu'on va développer ensemble quelque chose qui va être dans la durée. Donc, je trouve que c'est un beau pas aussi dans la. Parce qu'on parle de. En fait, c'est du processus de préqualification. oui, Et c'est vrai que souvent, on escamote ça. Et moi, j'ai vu souvent des lacunes dans un contexte, par exemple, où une entreprise est en croissance, pense à l'exportation, mais ne va pas valider tout ce qu'on vient d'énumérer au préalable auprès de ses fournisseurs habituels ou traditionnels. Et là, ça fait des échecs absolument fantastiques. tout à fait. Dans la capacité de production, par exemple, ben, ton niveau de production aujourd'hui versus une fois développé, c'est autre chose. Donc, se rapprocher, oser poser des questions, c'est pas mal perçu par les fournisseurs non plus. Jamais, Puis mais là, tu sais, j'ai comme un flash en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup de conflits de travail en ce moment. J'avais l'habitude à un moment donné aussi de questionner sur les conventions collectives dans les grosses organisations. toujours, ça fait pas Ça se oh mon Dieu, termine quand? ça Quand est-ce que vous avez pour oui, combien de temps? Parce que ça peut devenir, on le vit nous-mêmes, un enjeu absolument extraordinaire dans une unité opérationnelle de production. Donc, il faut questionner, puis je pense que il y a c'est une plein bonne de guerre choses. aussi. Écoute, pour ne pas la nommer, moi, je suis une enfant de chez Rolls-Royce, OK? Mon éducation en ce qui concerne le sourcing et l'approvisionnement a été fait, chez Rolls-Royce et dans la diligence initiale, j'allais jusqu'à demander, en fait, valider si l'usine n'était pas sur un terrain, protégé. On voit beaucoup ça en Californie. Risque de glissement de C'est terrain, vrai. de tornade, donc tout ce qui Zone à est, les risque, zones là. à risque. Hem, à combien de est-ce que l'usine est bien protégée au niveau des feux? À combien de kilomètres? Et le prochain poste de pompier? J'allais Ben, dans on est dans l'infime la vraie détail. gestion de risque. Puis Ouais. surtout maintenant, il y a des choses qu'on peut anticiper, il y a des questions qu'on peut poser. Il y a déjà bien des événements qu'on ne peut pas prévoir, hein. On parle de tout ce qui est. Contrôlons ce qu'on peut Alors, ce qu'on contrôler. peut, on peut au moins questionner Ouais, puis anticiper que les choses ouais. vont bien se passer. Je bascule à une autre famille de risques, Mmh. juridiques, réglementaires, légales. Ça, c'en est un où je sais pas. J'ai comme le sentiment qu'on a un peu de faiblesse à gérer ce risque-là dans les fonctions approvisionnement. Explique-nous ta vision sur l'importance de bien le faire et comment on peut contribuer à le faire mieux. Ben, écoute, la première des choses, on a des termes généraux, de des termes et conditions généraux d'une entreprise. J'ose espérer que chaque entreprise ou chaque professionnel de l'approvisionnement qui écoutera ce balado, comprendra et mettra en place s'il y a lieu, des termes généraux. Parce que c'est ce qui va suivre le bon de commande. Donc, à partir du moment où on a des termes, en place, on est moyennement, sinon très bien protégé, OK, pour certains. Si on veut une plus-value, on va aller, négocier un contrat. Donc on met en place, une entente contractuelle avec, le fournisseur. Là où les risques légaux, c'est, si on se voit imposer des termes qu'on accepte de façon aveugle et on s'expose en fait à des, litiges, légaux. Donc ça, c'est important de ce côté-là. Il y a aussi le volet approvisionnement, ressources, matières premières. D'où nous provient la matière première? Est-ce que, ce sont des zones prohibées par certains pays? Heu,
De plus en plus, hein, il y a des Ah, tout à exigences. fait. Ah, des exigences, Chaque mais continent a ses réglementations, a ses exigences. Là, on parle plus de conformité, puis quand on est non conforme, ça peut faire mal au portefeuille aussi. Il y a des enjeux importants au niveau des amendes, au niveau extrêmement. des... Je te donne un exemple. En Australie, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, en Australie, lorsqu'on faisait une livraison d'un produit fini, le bois utilisé pour le conteneur, donc le crating qu'on Mhm. appelle, devait être brûlé 2 ou 3 fois. Il y avait des conditions extrêmes pour le bois utilisé pour nos conteneurs. Donc, et il devait être assujetti avec étampe et accréditation spéciale. Imagine si, donc, on aurait pu, si on n'avait pas été conforme, c'est un litige, mais en plus, on manque une livraison, on perd une vente, Ouais. c'est un retour de produit. Continuité des affaires et J'ai des beaucoup les opérations risques vient affecter l'autre financiers, les risque. risques Ouais, ouais, opérationnels. Est-ce que maintenant mes fournisseurs peuvent nous fournir, ont la capacité de nous fournir une nouvelle pièce pendant qu'on attend le retour? ouais. Écoute, c'est Ça remet en question beaucoup de choses. donc le légal. Moi, je dis toujours en approvisionnement, il y a un triangle magique, les approvisionneurs, le légal et finance. Ouais. J'ai toujours ce triangle-là J'aimerais qui ça fait une revenir sur les conditions générales parce que moi, ce que je constate, c'est une certaine résistance ou c'est le mot qui me vient, à imposer des termes et conditions attachés à ces bons de commande. Il y a comme une espèce de il y a comme une espèce de malaise à dire oui, monsieur le fournisseur, voici ma commande et voici les conditions qui s'y attachent. Et j'essaie de comprendre pourquoi on a ce sentiment de ne pas être en mesure ou de ne pas avoir le levier pour le faire. Et ça, c'est très important. Et je sais que tu as une vue aussi un peu particulière sur les conditions en question qui peuvent nous être fournies ou les clauses contractuelles qui peuvent nous être fournies par le fournisseur lui-même, qui peut présenter un risque pour soi, mais un risque direct pour le Ah oui? fournisseur qui devient un risque aussi. C'est une Qui dimension devient un que risque j'aime opérationnel, oui, financier. c'est une dimension que Ouais. j'aime beaucoup parce que oui, on n'est pas en vase clos dans cette relation-là. Non. Si l'autre n'est pas en santé, puis est blessé d'une certaine façon sur un de ces Il n'est éléments-là, pas périn. on est Ça fini, va nous nous coûter aussi. 2 C'est fois fatal. Ouais. Donc, explique-nous comment tu arrives, toi, par exemple, à dire à un fournisseur, non seulement j'ai mes conditions, voici pourquoi, mais comment tu as eu certaines réactions à ce qu'on t'a soumis à l'occasion? Ouais. Bon, écoute, on va commencer par les termes, les termes généraux. Je m'explique mal, en fait, pourquoi, j'entends, je vois et je l'ai vu, j'ai des amis dans le milieu qui me disent: «Ah non, mais je ne voulais pas imposer mes termes aux clients». OK? En sens Ouais, inverse. c'est pareil, hein, finalement. Et je leur dis: «Mais tu te fais pas respecter». Mmh. Moi, en tant qu'approvisionneur, je veux un fournisseur qui se respecte, qui se tient pour ses droits. Et ça va me faire plaisir de discuter. Jamais, au grand jamais, mes termes ont été abusifs. Je ne fais pas partie de cette école-là. OK? Donc, c'est bilatéral. Tu gagnes, je gagne. C'est sûr que je m'assure toujours de gagner plus. Mais quand même, il y a une ouverture à discussion, là. C'est Oui, pas quelque toujours. chose de, Ben de, oui, de ben rigide. là, attends, c'est le bonbon d'un approvisionneur. Ah On rentre en oui, négociation, puis la rigidité, de toute façon, ça mène jamais à puis on rien. n'a pas toujours le même levier et le même poids dans la relation, Non, donc puis on il n'est peut t'amener pas... sur d'autres pistes, en fait, qui, au c'est bout de la vrai. ligne, va être plus gagnant pour toi. Donc, de grâce, mettez les termes et conditions, les termes généraux d'entreprise. J'ai toujours eu beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi les acheteurs avaient de la Puis difficulté, on voire même parle... les administrateurs. Il n'y a pas de raison, là. Puis on parle d'éléments tu sais, Non, non, mais assez de base. Moi, je pense, tu sais, souvent on tu a... achètes un téléphone cellulaire, tu signes un contrat de voiture, il y a ce qu'on appelle les Oui, fine print, là. oui, Bon, avec moi, je plein... me fais toujours un bonheur des lire. Bien sûr, il Parce faut. que oui, parce que c'est de l'utilisation des ressources au maximum. Des fois, à l'intérieur Oui, de ça, on nous donne nos droits aussi. oui. Donc, lisez-les
Et c'est la même chose. Mais en Donc, matière d'approvisionnement, tu as tellement raison. Tu sais, je pense, par exemple, à toutes les clauses concernant les assurances, oui, concernant le transport, les transport, incoterms, ce qui vient avec, ouais. la Les question paiements, les des termes de paiement, les forces termes de majeures, paiement, hein, force pendant la majeure, Black pandémie, hein, Swan, qu'on en a effectivement. exécuté des choses. Les Les pénalités en cas de qualités, les retard, pénalités en cas de retard, les pénalités en cas de ce qu'on appelle des non-conformité. escape non-conformité, donc des livraisons faites aux Donc, clients. c'est On est de pas... plus en plus dans le dropship, hein, donc dans les livraisons directes aux clients. Il faut s'assurer qu'à la source, on a les bons produits. c'est rien d'exagéré de demander ces choses-là. Absolument pas, C'est absolument tout à pas. fait légitime. C'est nos Donc, droits. il faut qu'on Donc, le fasse plus. Bref, il faut qu'on le fasse plus. il faudrait que ça soit fait à 100 Puis ça n'a Il pas n'y a besoin aucune d'être raison. compliqué non plus, mais il Oh, faut que ce soit l'essentiel, puis il faut qu'on faut qu'on que ça y soit aligné adhère. avec les départements Oui, des parties prenantes. Donc, qualité doit valider les termes qu'on met à l'intérieur. Finance doit valider est-ce que les termes de paiement font du sens? Est-ce qu'on peut imposer des intérêts sur des retards? Est-ce qu'on a la machine derrière pour supporter ça? Ça, c'est exactement. important aussi, Oui, là, c'est de valider est-ce qu'on est capable de oui. supporter le terme qu'on met. Mais c'est quelque chose de très facile à faire et qui coûte Donc là, absolument rien. on est dans les conditions de base. Puis évidemment, comme Ouais. tu l'as mentionné, on peut après ça élaborer avec des contrats qui sont plus costauds Ouais. selon Ouais. ce qui est l'objet de cette relation-là. Mais ça, il faut qu'on fasse un petit push là-dessus. Puis faut qu'on arrête d'être gêné de le faire ou qu'on ait peur d'une réaction du fournisseur. Je pense que c'est juste de mise qu'on en discute. Et puis, ils font pareil, de toute façon. Ben, il Donc, faut. ils vont comprendre que Ah ouais. c'est pas si... Non, non, puis quand c'est bien fait, quand c'est bien présenté ouais. et expliqué, et de dire, écoutez, il n'y a rien d'abusif, je vous donne le temps de les lire. Une fois que c'est accepté, c'est accepté. Dites-vous déjà que s'il accepte les termes et conditions, 75 du contrat est déjà signé. Mhm. Donc, s'il l'approuve une fois, il va l'approuver dans un Service Level Agreement, dans Absolument. une entente contractuelle plus Exactement, costaude. Donc, exactement. Tu as tout ouais. à fait raison. Donc, il faut pas hésiter à imposer ce genre de conditions. Faut pas hésiter d'imposer des conditions, mais il faut aussi être juste. Et là, on tombe sur le deuxième sujet sur lequel tu voulais que je parle. Oui. Ce sont les contrats. Donc, j'ai travaillé dans des très, très, très grandes entreprises, des leaders mondiaux dans leur domaine. Et c'est arrivé à quelques reprises où je faisais affaire avec des entrepreneurs locaux. Euh, des petites entreprises, des pousses, ou tout simplement de moyennes entreprises qui n'avaient pas la structure en place là, pour Pas des bien. niveaux de maturité tout Non, le c'est ça. temps égaux, là, disons. Alors, moi, je faisais des tests parce que je veux des fournisseurs pérennes. Je veux parce que ça me coûte des sous. Ça coûte des sous à l'entreprise de développer un Oui, fournisseur, de le rendre oui, viable, c'est démontré, c'est sûr. ça coûte beaucoup de sous. Et donc, je faisais des tests. J'envoyais comment on dit en français, un boilerplate ou un Oui, template, là. oui, J'entends. absolument. Un Un modèle. modèle de contrat que j'avais, mais qui est pas négocié encore, qui est en fait non, même pas Avec les ajusté, là. clauses types que... Je l'envoyais par courriel, puis je lui disais, ben, je vais être à l'usine telle date, telle journée, prends le On peut temps en de discuter. bien lire, on va discuter du contrat. Et j'arrivais, et je pense que c'est arrivé 5 ou 6 fois, mais à chaque fois, je me surprenais du manque, en fait, du risque dans lequel le fournisseur se mettait. Donc, j'arrivais et la personne en charge me disait, c'est bien, j'ai lu le contrat, je suis prête à signer. Et je disais, ben, jamais. Tu ne signes pas ça. 2, je vais t'expliquer pourquoi. 3, avant que tu signes tel contrat avec quiconque, tu viens me le dire, ça va me faire plaisir en pro bono. Je vais t'aider à revoir le contrat, mais s'il te plaît, ne fais jamais ça. Puis je vais t'expliquer, puis je vais t'enseigner. Je vais prendre le temps, là, je vais te... C'est exceptionnel, mais c'est vrai que dans cette perspective-là, Mais c'est on parce que vient je se pouvais fermer protéger le soi-même. fournisseur du jour au Donc, lendemain. ça sert personne mais c'est tout à ton honneur de prendre le temps puis de faire cet exercice-là. D'autres auraient été tentés de dire super, ils ont signé mes affaires telles quelles, puis on s'en va avec ça.
Mais tu sais, quand on parle d'éthique en Eh bien, affaires, c'est ce que j'allais dire. on est là-dedans, là. C'est ce que j'allais On est dire. là-dedans. C'est On une veut pas que nos question fournisseurs d'éthique. soient Et écrasés. voilà. C'est pas ça qui va Éthique et valeurs ajouter. personnelles aussi, là. Oui. Je veux dire, mais c'est vraiment de l'éthique professionnelle, mais je ne pouvais pas, Les réactions devaient être assez intéressantes quand même Oui, quand tu leur disais ça. oui, Mais c'est oui. c'est une bonne façon d'élargir un peu son spectre, d'éthique et de dire, ben, jusque-là, on peut pas les laisser faire n'importe quoi, en fait, Non, pour se protéger soi-même. non. La quatrième famille de risques, elle est liée à la réputation. On a eu un épisode de balado sur ce sujet-là avec Marc Tassé, sur Ah, le tellement. risque lié à la réputation. Et j'invite tout le monde à l'écouter. Mais c'est fascinant, mais c'était, pour certains, probablement une découverte. Le risque lié à la réputation, il est partout dans la Partout, chaîne d'approvisionnement. partout. Et ce qu'on avait dit dans cet épisode-là, ce qui est un peu embêtant, c'est que c'est un peu invisible. C'est pas un risque aussi tangible que le financier ou l'opérationnel, mais Dieu qu'il est là dans la chaîne. Et ça demande une certaine vigie. Constante. Une vigie Raconte-nous des constante. expériences par rapport à comment j'essaie ou comment j'arrive à mettre les mesures ou les éléments de mesure pour que ce risque-là soit le moindre possible, sachant qu'il sera toujours existant, mais comment je peux mitiger ses effets? Parce que l'impact peut être assez fatal Oui, puis sur la je marque. dirais, oui, oui, l'image de marque est affectée immédiatement et souvent plusieurs entreprises comme Monsieur Tassé expliquait ne s'en remettent pas, là. Ouais. On est dans un monde où les réseaux sociaux ont un pouvoir infini et ne serait-ce que la perception ou t une fausse, nouvelle Ouais. peut venir affecter. Donc comment je le gère à l'intérieur? En fait, c'est à la source. Mmh. Dès le départ, je m'assure de toujours avoir cet aspect, ce risque-là, dans ma mire. Donc, lors de la sélection même des fournisseurs, Ah mon Dieu, oui. tout de suite là. Puis comment t'intègres? Parce que on parle de plus en plus de aller valider ou aller qualifier des sources, par Ouais, exemple, de tier 2 puis tier 3. Puis oui, avec Stéphane Rochon qu'on a eu aussi, on est rendu tier 4 et qui oui, tier 5. Tu sais, à un moment donné, la chaîne, elle est infinie. parce que tu as plus le droit de dire: «Je ne le savais pas». Il faut Ton devoir est d'aller vérifier et valider. démontrer qu'on a quand Exact. même fait la vérification. C'est Oui, ça qui est notre devoir, en oui, fait. oui. Donc c'est du quality control, hein, c'est du contrôle qualité. Donc le département qualité a beaucoup à jouer à l'intérieur de ça. Au niveau de nos politiques internes, Ouais. politiques externes, les nouvelles lois, la nouvelle loi sur l'esclavage moderne, s'assurer que d'avoir un code éthique acheteur, code éthique fournisseur, et de s'assurer non seulement de les avoir, mais de bien les distribuer. Donc, ce que j'ai fait dernièrement à l'entreprise pour laquelle je travaille, tout bon de commande a un hyperlien attaché au bon de commande qui mène en fait sur notre site web et où toutes les politiques et les politiques internes et externes sont là, dont aussi celui de l'esclavage moderne depuis janvier 2024. Donc, et de s'assurer qu'ils Donc, les ont lus et qu'ils y adhèrent. oui, c'est ça la Bon, question, c'est de dire, mais c'est bon, pas assez. c'est déjà un grand pas important, je pense, déjà qu'ils en prennent conscience de nos exigences, aller chercher leur engagement, les faire respecter, Oui, mais rien n'est garanti à 100% non, jamais. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de les plus? visites, Les audits sur place, les hein? audits sur place, c'est vraiment la clé. J'étais en Chine, il y a pas si longtemps, justement pour aller vérifier et valider. J'ai été agréablement surprise. J'étais au Cambodge aussi, aller visiter, certains de mes fournisseurs. Agréablement surprise, de la diligence avec laquelle, ils mettaient en place certaines politiques internes pour s'assurer que tout était conforme et aligné sur nos valeurs. Donc, j'étais, mais c'est les visites d'usine et Donc, j'en fais depuis mon début. Donc depuis 25 ans, je fais des visites d'usine, partout dans le monde. Je suis rendue, assez bonne. J'ai l'œil, je vois je vois certaines choses qu'on voudrait pas que je vois.
Et j'ai le courage aussi de les dénoter et de les soulever dans un rapport pour dire: «Attention, il y a point de vigilance qui doit être mis à ce Puis sur ce». normalement, c'est bien reçu aussi. Moi, je pense que ça démontre aussi un certain intérêt, hein, pour le fournisseur, là, c'est comme: «OK, Absolument. d'accord, ils sont intéressés quand même à ce que je fais, suffisamment pour maintenir une relation puis la prolonger». On rajoute à l'élément Puis on partenariat. parle aussi de traitement de ces fournisseurs-là, de la gestion, d'amélioration continue, parce que souvent, ils vont utiliser ces informations-là pour s'améliorer eux-mêmes. Oui, Donc, on sort de la dimension plus locale, mais eux, ils sont très ouverts à se mettre aux normes et à niveau international. Donc, souvent, ils et sont déjà très contents de cet exercice-là. Si c'est fait dans le respect, ouais. je pense Je que te c'est donne un gagnant. exemple qui lors d'une visite, j'étais en Californie, des, un fabricant de pièces coulées et je visite l'usine et une très belle usine, très bien, administrée et le directeur d'usine est tout heureux de me dire qu'en fait, ils sont aux normes parce que tout est écrit en anglais et en espagnol. OK? Donc, et il y a vraiment des points, bon, on le sait, c'est une pièce, ce sont des pièces coulées à haut risque, et tout ça. Puis je lui dis: «Ah oui, ben moi, je vois un risque». Alors il me dit: «Ah oui, c'est». Puis là, on parle d'espagnol parce qu'il y a beaucoup de Mexicains, qui viennent travailler en Californie. C'était dans le sud de la Californie et je lui dis: «Oui». J'ai dit: «Comment tu t'assures que tes employés savent lire? Parce que leur vie est à risque ici». Il m'a regardé et puis il a dit: «Oh». J'ai dit: «Alors, je t'impose des pictogrammes partout où il y a un risque à la vie humaine». C'est C'est un aussi bon simple point. que ça. C'est un Ouais, risque, mais ouais. c'est un risque opérationnel, Oui, c'est un risque absolument. financier pour moi, puis c'est un Absolument. risque légal et Oui, réputationnel oui. parce qu'il aurait pu avoir mort d'homme et une simple constatation comme un pictogramme au lieu d'avoir des écritures sur un mur ou sur des ateliers, de la machinerie, a pu faire peut-être, j'ose espérer, hein, de Donc la ça fait différence. avancer les choses Tout à d'une fait. certaine manière. Donc on a ce rôle-là, ce Mais j'ai fait pouvoir-là. de la gestion de risque en même temps, Ouais. par un simple pictogramme et une observation sur, les analphabètes. C'est un pouvoir. Tu as exercé ce pouvoir-là Ouais, pour le bénéfice de tout le monde. de Génial. tous, ouais. Vraiment, j'aime ça, cet exemple. Est-ce qu'on parle de Krajic? Ah! Quand je Peter! parle quand je parle de ça, de cet outil, de cette matrice, souvent j'ai des regards, mais finalement, quand on en parle: «Ah oui, on fait une partie de ça, mais sans trop savoir ou sans trop de structure». Ouais, elle va comme je te pousse, hein? Mais 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 cette matrice-là, elle est tellement utile pour plein de Elle est choses. géniale. Tout simplement géniale. En fait, elle est basée sur 4 dimensions particulières. Faites On le est vie, à ouais. l'élément du risque, du coût, la complexité, puis de l'impact Mmh, de nos fournisseurs. ouais. Donc là, on nous amène carrément dans une gestion de risque, là, à tous les niveaux. Ce n'est que ça. Donc, C'est ce que j'appelle la criticalité, le niveau de je sais même pas si ce mot ben existe, absolument, ni en ça français existe, ni en anglais, mais mais je veux t'entendre en parler, ouais. puis peut-être rassurer que c'est pas si compliqué que ça, la mettre en place, mais elle est drôlement intéressante. Et il y a aussi une certaine, bon, j'aime pas le mot défaillance, mais une faiblesse, disons, à bien identifier ses fournisseurs et l'impact que ces fournisseurs-là ont sur notre organisation. Et que si on veut amener plus de professionnels à en tenir compte de cette matrice-là, il faut la connecter directement à ce dont on parle depuis tout à l'heure, qui est votre rôle de gestionnaire des risques. Ouais. Et comment toi, tu as appris à l'intégrer? Comment est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, c'est ou facile ou encore difficile avec certaines ressources, mais comment est-ce que tu as imprégné tes activités au cours de toutes ces années-là avec la dimension de Krajic? Ouais. Ben, tout d'abord, ce qui est intéressant à dire, c'est que c'est un outil qui est très peu utilisé. Les grandes entreprises l'utilisent Oui, parce que, tous à l'intérieur des opérations peuvent utiliser, et quand je parle d'opération, c'est, l'administration, d'une entreprise. Donc, tant au niveau financier, un directeur d'usine, les gens de planification, les gens des achats,
peuvent utiliser l'analyse Krajcik et peuvent en soutirer plusieurs éléments clés pour les stratégies à venir. Donc, Peter Krajcik avait écrit a déployé, en fait, a produit cette matrice-là de 4 leviers basée sur 10 questions à l'intérieur de toute ta chaîne d'approvisionnement. C'est long. Quand on Ça, s'y je te attaque pour vois la faire ça. première fois, là, C'est quand on très s'y long. attaque, ça peut être assez... C'est oui, très long, c'est facile de la bâcler. ouais, C'est facile de répondre rapidement sans ouais, trop se poser de questions. Donc, ça demande des ouais. ressources. Je dirais même, je serais dans toute équipe interfonctionnelle ou plurifonctionnelle, j'amène toujours un joker. Donc, celui qui n'a pas d'affaires là. Et c'est toujours celui qui pose la question souvent la plus pertinente Ouais, ou qui cause le plus. Et j'inviterais les gens, peut-être, une fois qu'ils auront compris qu'est-ce que. Puis, ça demande quand même de s'asseoir et ouais. de voir et de regarder, d'analyser. Ça demande des ressources. Moi, ce que je dirais, c'est que dépendamment des familles qu'on a à l'intérieur de la chaîne d'approvisionnement, c'est d'utiliser ou des départements, parce que dans une des entreprises, entre autres, j'y suis allée par département. Donc, les ressources humaines, le marketing, Oui, c'est vrai, communication, la absolument. production, les Ça opérations s'adapte, oui, logistiques. oui. Donc, je l'ai fait par département. C'était plus facile. De prendre des gens, des jokers, des gens de Qui l'externe sont pas qui sont pas impliqués, qui sont impliqués dans le day-to-day détachés de et c'est eux ça. qui vont poser, Des bonnes questions. oui, parce que c'est trop facile. Après 10 questions, ligne, par fournisseur, ça devient très facile de tout Mhm. simplement dire: «Oui, c'est facile de ressourcer». «Ah oui? Quelles sont tes ressources? Où est-ce que tu peux le ressourcer? Ah oui, mais il y a un fournisseur dans tel. Ouais, Oui, ben, alors à ce moment-là, l'impact des marchés est plus grande que ce que tu avais évalué parce que de la ressourcer ouais. à l'extérieur du pays va demander un effort. Donc, voilà. Donc, l'analyse Krajcik, Peter Krajcik a écrit par la suite en 83 un article dans le Harvard Business School et de là, s'en est suivi l'utilisation de cet outil-là qui, en fait, dépicte l'impact sur la profitabilité et la difficulté des marchés. Donc, c'est à quel point ce bien fini-là a un impact sur notre profitabilité et notre rendement financier et la difficulté ou la facilité des marchés en ce qui concerne les fournisseurs Les possibles, les alternatives du alternatives, marché, ouais. la facilité de ressourcer, la facilité de trouver un fournisseur. Des fois, une pièce machinée dans de l'aluminium, ça peut être trouvable. Tu sais, on est capable de trouver. Donc, ou tout simplement parce qu'on va jusqu'à l'infime crayon de bureau, là. On Absolument. va dans On peut les aller où outils, on veut, hein? on le fait. Ouais. Et mais je répète, c'est long. C'est une analyse qu'on peut faire même une fois ou 2 ans. C'est assez, dépendamment des fluctuations de notre chaîne d'approvisionnement, là, mais une fois ou 2 ans, 3 ans, là, ça peut être aussi assez pour les petites entreprises, mais on se doit de le faire. Je dis toujours, c'est l'incontournable pour quiconque veut améliorer un peu. Puis si on parle de gestion de risque aujourd'hui, c'est un outil tellement intéressant. Toute la réflexion que ça demande, tu dis, ça peut être fastidieux à Ah faire. oui. Mais une fois qu'on le fait, déjà, ça tourne mieux la remise en question ou la mise à jour de ça qu'on doit faire aussi à un moment donné, Oui, parce oui, oui, qu'il y a oui. des fournisseurs qui peuvent changer de boîte, hein. Ouais. Le marché peut changer dans une direction ou dans une autre. Hem, Ça devient une espèce de de mindset, ça devient comme un mode de pensée Ouais. systématique où on va tout de suite Impact. classer nos Tout de fournisseurs. suite. Puis l'énergie, parce que ça aussi, je le constate dans les organisations de plus petite taille, on met parfois nos énergies sur des fournisseurs qui ont pas nécessairement un impact si important. Puis je me dis toujours, c'est parce que c'est ceux-là sur qui il Ben, faudrait c'est parce que se... pendant des années, si tu te souviens, Claudine, on faisait notre analyse de notre portfolio en partant du high Avec spend le to low spend, spend, ouais, c'est ça. hein? Et puis on se disait: «Ah mon Dieu, le top, tu sais, C'est top comme la 20 fait seule 80 de dimension, tes hein, le dépenses, montant de donc c'est dollars vers eux, dépensés. avec Ouais. eux qu'on devrait avoir un contrat». Eh bien non.
Ouais, Eh c'est bien non. pas nécessairement J'ai ça, eu des fournisseurs, à ma grande surprise, avec qui je dépensais 12 000 par année, qui étaient dans mes top 5. parce 12 qu'il est 000 important ou d'autres étaient à 20 ou millions, il est là. niche, ou il est, enfin, il faut y attribuer, une caractéristique, puis c'est là où ça devient plus Ben, dans ce facile. cas-là, je stoppais toutes mes opérations financières. Je stoppais toutes les transactions financières de cette entreprise-là étaient mis à stop. Fait que tu Plus d'entrée d'argent. qui était dans le fin fond de la file du spend, T'es un des derniers mais en fait, est tombé, ouais. il devait flasher rouge. Donc tout ça pour dire que notre message, c'est vraiment dire: prenez le temps d'analyser. Non seulement moi, je suis une fervente de l'analyse des données achats en général, mais dans ce cadre d'analyse-là, il est primordial de faire cette catégorisation-là pour savoir où sont nos risques, où sont nos éléments, où sont nos leviers, nos opportunités. Voilà. C'est ça, Bon, puis là, ce qui c'est est ça qui important en oui, sort de oui, cette c'est ça. Là, c'est analyse-là. ce que j'allais dire. C'est ce qui est important de comprendre, c'est non seulement la criticalité du fournisseur mais aussi ce que l'outil nous donne pour les gens des Ouais. approvisionnements, c'est des leviers de négociation. Oui, Donc, avec tel fournisseur qui se retrouve dans la case ou dans le levier stratégique, ben voici ouais, l'approche avec laquelle tu devrais y aller pour. Un contrat devrait être au moins 5 ans. Tandis que celui qui est de base ou bottleneck, goulot d'étranglement, là, à ce moment-là, tu devrais commencer à rechercher d'autres fournisseurs. Et si tu as un contrat signé, signe-le pour 1 an. Donc, chaque levier, les 4 cases, nous donnent des stratégies assez détaillé sur la façon qu'on devrait gérer les fournisseurs qui se retrouvent dans puis ces, ça me donne envie de les nommer parce qu'on les a pas oui, nommés les 4 allons-y. cases, hein. On a vraiment sur l'axe, On moins a d'impact, moins critique, donc tout ce ouais, qui est routine, oui, donc on a les, ceux qu'on ne de peut base, on peut pas s'en passer, mais c'est c'est ça, Hydro-Québec. toutes les c'est ça, les Non, incontournables, non, les incontournables, obligatoires, ah mais oui. qui sont pas critiques du Les tout, outils puis de qui impactent pas bureau, puis nécessairement. Puis ensuite, on a juste au-dessus, un petit peu plus, important, mais on a tout ce qui est levier et ouais, ça, là, il y a des opportunités qui dorment là-dedans. voilà. Ah! Mais là, il y a un risque, parce que les entreprises, souvent, ont tendance à mettre toute leur énergie dans le levier. Ouais, Et d'aller chercher toutes les économies qu'ils peuvent en perdant de vue les goulots d'étranglement qui risquent d'arrêter la ouais, production, mais aussi les stratégiques. ouais, donc ça, c'est le Donc, il faut faire parallèle en faisant nos attention. 4 Il faut faire cases. attention, là. Le levier est très alléchant pour n'importe qui, surtout pour la personne en approvisionnement qui a des objectifs de rendement, Ben c'est ce que j'allais dire. Si on de est dans réduction les de oui, coûts. exactement, il Il faut va, commencer là, mais il faut pas négliger le et reste. voilà, et voilà. Donc, c'est important, c'est une belle case, c'est un beau terrain de jeu, Ouais. un beau carré de sable, mais il faut pas y mettre toute son énergie, là. Il faut aussi garder l'œil sur les leviers stratégiques. Je trouve que c'est intéressant ces 4 cases-là aussi, souvent pour, déléguer des responsabilités dans une équipe. Quand on est dans des peut-être dans des ressources un peu plus juniors ou un peu il y a un beau potentiel à développer des initiatives, hein, leviers et autres. Quand on est dans un avec une ressource qui est plus expérimentée, qui est l'acheteur stratégique, on va y Voilà. confier la gestion d'une relation avec les stratégiques, les goulots d'étranglement. Je trouve que ça permet aussi à un responsable d'équipe de OK, D'équilibrer. en fonction de ma strate de fournisseurs, comment je les catégorise, je peux à l'intérieur de ça, distribuer des Tout responsabilités à fait. et des objectifs annuels. On est dans une Oui, dynamique aussi de gestion oui. de ressources, Et là. puis, chaque approvisionnaire, chaque personne professionnelle en approvisionnement, en fait, a aussi sa flaveur que Oui, j'appelle, hein. oui, tu as Donc, raison. j'ai des gens qui sont plus PR. Ouais, Ah ben alors là, je vais leur donner peut-être, en fait, des contrats qui demandent plus ouais, de fins finaux, ouais, hein, ouais, ouais, des ouais. discussions, Influencer, influenceurs, discuter, ouais, 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 partenariats, mais ouais. j'ai des gens qui sont plus, analyse Analytique, financière. Donc, tout ce qui est, les contrats, disons dans l'indirect, contrat, carte de comparaison de crédit, prix, tout ça, là. comparaison de prix, puis vraiment des analyses, en Ouais, détail. Donc, on est capable de jouer ouais. et en fait, et puis ça amène sur un autre volet, mais tout ce qui est engagement, tout ce qui est, tu sais, l'engagement de l'employé, Oui, sa la mobilisation. mobilisation des Oui, employés, si on est capable, en plus, avec cet outil-là, de leur donner des choses avec lesquelles ils sont plus à l'aise
et qui ont plus de plaisir, Ouais. ben on crée une synergie Fait à que c'est une l'intérieur belle des carte pour équipes. plein Ben, d'affaires. Cet je outil-là, l'adore, je là, l'adore. faut pas hésiter à s'en servir. Puis il faut pas penser que c'est compliqué nécessairement, mais Non, il faut ben, bien c'est pas s'en compliqué servir. du tout. Ouais, C'est 10 questions. On s'assoit avec la liste de nos ouais, fournisseurs et on répond à chacune des questions. ouais, Et puis, il y a ces outils là, qu'on peut trouver, sont automatisés. Donc, vous avez qu'à télécharger, en fait, l'outil, puis tout le calcul se ouais, fait là, automatiquement. Là. C'est pas ouais, difficile, c'est juste long. ouais. Parce qu'on passe chacun des fournisseurs et on répond à 10 Quand petites on le fait pour questions. la première fois, c'est plus long. Après ça, moi, je dis c'est comme une mise à jour de ça. Tu sais, Oui, tu oui, gardes oui, le oui, tout fil, à mais fait. ça devient un réflexe. Et puis pour les Ouais. ressources, c'est intéressant de garder ça à l'esprit. Mais l'utilité, en Elle fait, est et multiple. l'utilisation, ce qu'on peut faire, c'est infini. Je Donc, c'est l'adore. bien. Je suis contente qu'on en ait parlé parce que ça va démystifier Ouais. M. Krajic et sa matrice. J'ai envie de pivoter sur un sujet qui m'a drôlement interpellée quand on s'est Mm. parlé. L'association du professionnel de la pro qui, dans son rôle, devient ombudsman. Ouais. Et ça, c'est la première fois qu'on me le servait, ça. Je dis ombudsman. Hey, on va mettre les mots sur les vraies Mm. affaires. Mais finalement, en la décortiquant, on s'en rapproche vraiment beaucoup. Donc, Mm. explique-nous comment ça devient, comment tu as associé ça. Puis, dans les faits, globalement, ce qu'on veut faire en appro, avant même de parler d'ombudsman, c'est qu'on veut s'assurer d'aligner nos besoins internes, puis Avec la capacité. les attentes de l'externe aussi, parce qu'on a aussi une part de responsabilité dans une relation avec un fournisseur. Donc, Oui. comment toi, tu visualises tout ça, puis comment on peut s'imprégner aussi de ce rôle d'ombudsman dans notre quotidien comme professionnel? Ouais. Ben, j'aimerais ça juste raconter comment c'est arrivé. Oui, ben oui, moi, ça m'intéresse toujours, ces choses-là. J'ai été appelée souvent dans des réunions de production, en fait, où je devais répondre en tant qu'approvisionneur au statut des commandes ouvertes avec des fournisseurs. Et il arrivait, c'est pas arrivé souvent, mais il arrivait que j'entre en réunion et que j'apprenne par le biais du directeur de production, du directeur qualité, que ma pièce ou mon fournisseur, en fait, avait dû arrêter, la pièce était arrêtée ou que le fournisseur avait dû arrêter la ligne de production et que moi, j'étais pas au courant. Bon, Mhm. de par mon profil d'athlète, Ça ressurgit. oh! Et mon ascendant lion, ça venait me chercher. C'est comme pas possible que ça arrive que tu sois pas informé de ça. Tu t'es Mais dit, comment se voyons, faisait-il que moi, j'étais pas oui, informée c'est lorsque ça, c'est j'étais celle qui possible, avait là. passé le bon de commande? Je te Ouais, donne des sous, puis tu en informes mon ouais. collègue, ça fonctionnait pas. Donc, moi, perdre la face devant mes collègues parce que j'étais pas au courant, C'est pas non, très confortable comme situation. c'était horripilant. Ouais. Donc, c'était loin d'être confortable. Donc, tranquillement, j'ai commencé à former mes fournisseurs à bien m'intégrer à l'intérieur de ces discussions-là ou de ces décisions-là qui se faisaient à l'interne et de m'en informer de façon immédiate. Là, on parle début 2000, là, en fait, fin des années 90, début 2000. Je commence à avoir un téléphone cellulaire comme tout le monde. Hein. C'était la rue Oui. du petit Fido. Et je donnais mon numéro de téléphone personnel. Puis je disais, s'il arrive quoi que ce soit sur ta ligne de production, je vais être la première à le savoir. Et là, j'ai commencé à leur dire, je suis vos yeux et vos oreilles ici à Mhm. l'interne. Si moi, je rentre en réunion et j'ai dit, votre réputation, et là, c'est là, hein? Risque réputationnel. Là, j'ai dit, votre réputation passe par moi. Si je ne suis pas capable d'expliquer pour vous pourquoi il y a eu un arrêt de votre ligne de production, vous très rapidement, vous allez vous allez avoir un mauvais Le crédit aux fournisseur yeux. problème. Voilà. Donc, moi, je veux vous protéger parce que moi, ce que je veux, c'est un fournisseur périn. Je veux un fournisseur qui. Puis, je ne veux pas faire partie de ces réunions-là où mes pièces sont en arrêt. Je veux toujours être Mm. celle qui shine, avec qui tout va bien et que les pièces rentrent Mhm. à la dite date. Donc, là, j'ai commencé à leur dire,
Écoutez, je suis vos yeux et vos oreilles ici, là, à l'interne. Donc, s'il y a quelque chose, parlez-moi-en. Si vous sentez que mon directeur qualité ou mon directeur d'ingénierie vous cause des problèmes ou des précédents ou c'est pas aligné sur ce que nous, on avait discuté, parlez-moi-en. Je vais aller discuter avec eux, je vais prendre ça sur moi. Et donc, je suis devenue un peu le porte-à-faux entre mes fournisseurs que je voulais les garder, en bonne santé, je voulais Ouais. qu'ils me puis je voulais aussi être celle que si j'appelais en urgence, qu'ils passent mes pièces en premier. Donc je voulais être leur amie, leur partenaire, de crime, mais en même temps, je me devais j'ai un employeur, donc je Il y voulais a que des les besoins à pièces combler, rentrent et là. voilà, que des pièces rentrent à Mmh. à date, sans problème, toujours, 100 inspection, et tranquillement, je me suis intégrée ce rôle-là d'ombudsman. En fait, un ombudsman est neutre, je ne suis pas neutre parce que c'est Ouais, pas toujours tout mon à fait, employeur mais qui c'est pas signe grave. mon chèque de paye, comme je dis, Oui. mais et c'est pas une question de contrôle, c'est pas, c'est vraiment une question parce qu'il arrivait des fois où notre système qualité, parce que j'ai travaillé en aéronautique, donc avait des exigences extrêmes. Au niveau Ouais. des tolérances de la métallurgie, on était dans l'extrême. S'il y avait des signes de porosité, des signes de fatigue sur certaines pièces. Alors là, je me devais de dire à mon fournisseur, écoute, on ne peut pas accepter ces pièces parce que selon nos analyses au NDT, on a vu qu'il y avait des signes de porosité ou de fatigue. Donc, on va devoir te retourner. Est-ce que c'est possible? Et là, je dois négocier le crédit. Ouais. Donc, Mais tu tranquillement. sais, ce que tu expliques, là, c'est assez fascinant puis je trouve ça vraiment, c'est authentique en témoignage, puis c'est véritable. Mais dans le fond, ça Pardon? commence avec une vraie relation. Tu sais, souvent, Pardon? on a des rencontres, des discussions, et les gens me disent, mais la relation stratégique ou le fournisseur stratégique, finalement, c'est qui? Puis qu'est-ce qu'on fait avec un fournisseur stratégique? Puis qu'est-ce que ça implique comme obligation de notre part? Moi, je dis toujours ça. Si tu es dans une relation soi-disant avec un partenaire stratégique, c'est que d'abord, il t'aide à remplir tes propres objectifs et livrer ta propre stratégie, d'une part. Donc, c'est pas n'importe qui que tu peux appeler un fournisseur stratégique. Mais j'ai dit, s'il y a le mot stratégique et partenaire, c'est que ça va dans les deux sens. Donc, tu dois bâtir cette relation-là. Et puis, pendant la pandémie, hein, on sait que tous ceux qui ont bien fait avaient déjà anticipé et préparé leur relation avec leurs fournisseurs clés. Mais ce que tu dis, c'est tellement vrai. Tu sais, on est dans le respect, on est dans l'échange, puis on est dans la crédibilité du rôle aussi. C'est plus intéressant de se faire appeler par le fournisseur par anticipation que de l'apprendre à Ben l'interne. oui. Autre chose aussi, c'est que d'assumer la responsabilité de la relation aussi, puis de ses engagements. Donc, tu l'as bien dit, et ça, je pense qu'on le fait pas assez souvent, d'être assez habile et mature pour dire, Monsieur le fournisseur, si ça va pas chez nous, là, laissez pas ça comme ça, là. Puis dans les rencontres périodiques, j'encourage toujours ces échanges-là aussi. OK, bon, voici fournisseur, on est là. Performance, oui, ça, machin, machin, commentaire. Faut que la question soit inversée. Dire, et nous, comment nous faisons? Est-ce que nous, on livre ce qu'on a? Est-ce qu'il y a des choses qu'on C'est devrait la faire première question. différemment qui vous aideraient, C'est vous? la première question. Et je trouve ça le fun que tu ouvres ce volet-là parce que ça, là, on est toujours un peu sur nos gardes, puis on est toujours dans cette position de acheteur, fournisseur. Donc, la Donc, relation, oui, oui, avec quelqu'un que l'on dit stratégique, important pour nous, il oui. y a un comportement puis des engagements aussi qui viennent avec ça, Ah hein. oui, tout à fait. Ben, en fait, il y a des droits et des devoirs qu'un approvisionneur peut doit se doter. Mais pour revenir à ta question, en fait, une des choses que j'enseigne souvent, c'est tout part de la question comment ça va Mmh. et comment suis-je comme client chez vous? Ouais, tellement important ça. Et juste par le langage du corps et les yeux, je peux comprendre très rapidement si je suis un bon client ou si je suis du bruit à l'intérieur Ouais, de la production. Et si je le suis, ben déjà, je peux identifier un risque ouais, financier, opérationnel, tu tellement sans rien. raison.
Et là, je leur dis: «Non, écoute, on est en terrain, de confiance. C'est Ouais. un partenariat, s'il te plaît. Aide-moi à être meilleure. Je veux être meilleure chez toi. Je veux que tu sois profitable, que tu sois rentable, que tu sois périn. Dis-moi comment je peux m'améliorer.» Et des fois, c'est une question de forecast parce que nos prévisions Ah oui. sont en dents de scie, donc ça Ouais. crée beaucoup de, On fait miroiter parfois des volumes ou non, ça, il faut des jamais faire ça, là, mais on a si tendance à faire si, ça, hein. mais donc à ce moment-là, je vais tout, tout, tout mettre en branle pour être la meilleure des clientes chez mon fournisseur. Et là, ce sont des fournisseurs stratégiques ou des fournisseurs de levier. On s'entend? L'utilisation de l'outil Cragic revient parce Ouais. que je sais immédiatement où se situe ce fournisseur-là et à quel point il est critique pour ma profitabilité et la différenciation de marché. Donc, il faut pas hésiter à faire ça parce que il faut prendre le temps de le faire aussi, puis être dans l'humilité et la modestie pour dire ce que je reçois là, dans ces rencontres-là, ben j'en fais quelque chose, Il faut. puis il faut que ça serve tout le monde, puis c'est tout le temps bien reçu. J'ai jamais vu un fournisseur dire, «Non, non, je réponds pas à ta question sur quel type de client tu es pour moi». Et puis il y avait toute la dynamique. On a souvent parlé des programmes de fournisseurs stratégiques, privilégiés, tout ce type de programme-là. Puis souvent, je pose la question, mais quel type de client vous êtes? Tu sais, Oui, oui. l'ascenseur, c'est dans les deux Oui, sens oui. aussi. Et puis ça, je trouve ça bien d'adresser le sujet directement. Moi, je pense que ça a plein de bénéfices Il peuvent faut en prendre sortir. Oui, puis il faut prendre le temps aussi avec les fournisseurs, lorsqu'on fait, avec les fournisseurs stratégiques et de levier, nos rencontres trimestrielles. Oui. Ah ça, c'est important. C'est Il très faut important. les Il faut, faire. on s'entend, il C'est faut. obligatoire. C'est obligatoire. Donc, avec un agenda bien précis, une partie de la présentation est donnée aux fournisseurs et après, nous, on peut, valider les indicateurs de performance et leur présenter ce que nous, on a, puis, par la suite, là, en finalité par la fin, un échange. Mais, c'est important de donner la voix à notre fournisseur pour nous dire: «Écoutez, on a reçu telle commande, celle-ci a été cancellée, celle-ci a été repoussée, celle-ci a été devancée. Voici les impacts, voici Ouais. les coûts inhérents Est-ce à que votre Isabelle, fluctuation.» est-ce que tu impliques certaines personnes à l'interne, certaines parties prenantes à ce genre de rencontre-là, Hem, ponctuellement le ou nom Isabelle est associé à plurifonctionnel. C'est donc toujours, tu t'es accompagnée toujours, 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 pour, toujours. alimenter la discussion, puis Je vais aussi pour avoir que nos gens l'acheteur. entendent ce que le fournisseur raconte? Je vais Mmh. avoir les gens d'approvisionnement, donc de sourcing, ceux Oui, qui s'occupent, de la relation contractuelle avec le ouais. fournisseur. Je vais avoir les acheteurs, les gens de qualité. Souvent, je vais avoir les gens de production, ceux qui sont les parties prenantes, Mmh. avec le produit fini ou, le fournisseur seront autour de la table lors d'une rencontre trimestrielle. Donc, ce qu'on appelle un Quarterly Business Review, QBR en anglais. C'est important et ceux qui ne sont pas en mesure de le faire pour différentes raisons, au moins aller chercher le feedback de ces gens-là parce que si physiquement ils ne peuvent pas s'asseoir autour de la table, il faut aussi, dans le rôle d'ombudsman, qu'on puisse aussi amener ces informations-là à la bonne personne, là. C'est crucial aussi, là. Ça Mmh. se fait pas, juste à pro et fournisseurs, là. Non, 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 Faut non. être, Non, il y a de l'information qui a été échangée durant ouais, ces conversations-là, ne serait-ce que, de la compétitivité. Donc, et ça arrive où mes fournisseurs, viennent me rencontrer, rencontrent mes équipes avec des échantillons, de produits, émergents ou des produits avec, innovateurs, des textiles intelligents. Moi, présentement, je suis dans le textile biomédical, donc textile, intelligent, où on intègre la nanotechnologie, des choses comme ça. Donc, ils vont venir me montrer, en fait, me présenter, certains échantillons. Donc, c'est important de prendre ce moment-là et d'avoir les bonnes personnes. Donc, c'est à ce moment-là où j'ai des gens de produits innovation, recherche et développement, qui relèvent aussi de moi sous la chaîne d'approvisionnement à l'intérieur de ces rencontres-là. mais ça devient riche en discussion puis en information. Je dis toujours aussi que le pivot du professionnel, c'est vraiment de ramener le plus d'informations à l'interne, Oui. mais pour des projets d'innovation, Puis c'est c'est important aussi de important. ne pas oublier que l'information qui nous est relayée, elle est, sous entente de confidentialité, Oui. mais fait aussi partie du code d'éthique. Donc des fois, il y a des risques qui vont être soulevés et c'est de notre devoir de les ramener à bon entendeur. Donc, si on croit qu'il y a un risque financier,
c'est de le ramener immédiatement, en fait, aux gens de finance et de soulever le point qu'il y a un risque. Donc ça, c'est Plein, très, très, plein de très bonnes pratiques, important. plein de bonnes pratiques qui sont relativement simples à mettre en place, je pense. Petit pas par petit pas. On commence par quelques-uns, puis on Mmh. développe. Si je te posais la question dans ce rôle d'ombudsman, là, j'aime ça de le prononcer, quelles sont les qualités humaines que ça prend? Bon, tu sais, on va parler de plein de choses. On va parler d'intelligence émotionnelle, on va parler de... Mmh. Mais quoi d'autre on a besoin pour rasseoir un peu sa crédibilité dans le cadre des discussions? Oh mon Dieu. Est-ce que, je vais te poser la question Les pour connaissances, en fait, ce parler... qui est business acumen, on Ouais, en a puis parlé. peut-être aussi la curiosité Ouais. de ce que l'entreprise fait, comment c'est fait, les clients que ça sert, qu'est-ce que ça apporte. Tu sais, une espèce de curiosité. On Curiosité, l'a pas tout le oui, temps parce qu'ils disent on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Je pense que ça peut. ouais. Puis même si on n'est pas ingénieur, là, on peut se poser des questions puis s'intéresser à l'aspect technique aussi des choses. Ouais. Là, Toi, j'ai une image, parce que j'ai toi, une image t'es un tellement exemple, grave que, t'es un écoute, exemple de ça, de toujours pousser ta curiosité à comprendre. Parce que je dis toujours, face aux fournisseurs, après, on on est gagne. pas mal plus crédible Ben dans nos rapports, oui, dans nos ben discussions, dans oui. notre pertinence. Écoute, je parlais plutôt, j'ai un exemple, peut-être, ça va faire rire les gens, puis surtout les métallurgistes, s'il y a un métallurgiste qui écoute, ils vont me dire: «Non, non, ça se peut pas, elle a pas dit ça». Un jour, j'avais un problème justement de porosité sur une pièce, mais c'était une porosité profonde. Donc le métallurgiste, met un stop à ma production et me dit: «Non, c'est Mm-mm. rejeté». Donc c'est même pas qualité là, on est rendu au métallurgiste parce que je t'allais supplier la personne de qualité. Elle m'a dit: «Ben, je m'en remets au métallurgiste. Va Mhm. voir le métallurgiste». Donc je marche, je vais voir le métallurgiste et il dit: «J'ai pas le temps, j'ai pas le temps». Je dis: «Ah, s'il te plaît, j'ai besoin de la pièce. Peux-tu me dire si c'est passable ou non?» Alors, il met à l'écran l'image. Il dit: «Regarde, Isabelle, c'est simple. Ta pièce, elle est remplie de porosité, ce qui pourrait créer une ligne de stress. Si une ligne de stress se Ouais, dessine, il ouais, y a, il y a une, la pièce casse. Tu sais, à fond. à Ouais. fond. Merci. Alors, je me penche puis je regarde. J'essaie de comprendre la porosité parce que pour moi, la porosité part, c'est à la surface. Tu sais. Mais je dis: «Mais la surface est belle, elle est plane». Il dit: «Oui, mais regarde». Et alors, il fait une coupe transversale, puis il me dit: «Regarde». Là, je fais: «Ah, je comprends». C'est un peu comme de la tire-éponge, hein? La croûte est Oui, lisse, mais t'as à raison. l'intérieur, c'est mou. Fait que là, il m'a regardé, puis il a dit: «Ah ben oui, si tu veux, mais si ça t'aide à comprendre, Oui, c'est comme de la tire-éponge». ouais. Fait que j'ai fait: «Ah, je comprends. Ah non, on doit rejeter». Donc là, dans ta Alors discussion, quand moi, je parle au t'es fournisseur, pas puis mal je lui plus dis: convaincante. «Écoute, en coupe transversale, c'était clair. On a vu qu'il y avait de la porosité. Il faudrait revoir la méthodologie de coulage de la pièce. Ouais, Peut-être c'était trop. Donc, ça, c'était. Il faut avoir le courage. Il faut avoir cette curiosité-là. Il faut aimer le produit avec lequel on travaille, le produit fini aussi, de bien comprendre qu'est-ce qu'on en fait. J'ai travaillé en aéronautique, j'ai travaillé dans les dérivés d'aéronautique. Aujourd'hui, quand je vois un train d'atterrissage, pour moi, c'est une œuvre d'art. Lorsque je vois un moteur d'avion, des pales d'avion, ce qu'on appelle les blades et les vanes, la pale oui, d'avion, oui, quand, oui. quand on s'assoit dans l'avion et qu'on Oui, regarde, qu'on voit tourner, là. Mm. eh bien, moi, je comprends tellement la complexité de chacune de ces pales-là qui a été coulée. Euh, et donc, on tombe en amour avec chacune de ces pièces-là, même si on n'est pas ingénieur, si on n'est pas On métallurgiste, n'a pas besoin de on n'a l'aide. pas besoin de ça, mais ça nous aide dans ce qu'on fait et on le fait avec passion, avec amour Ouais, et avec compassion aussi auprès de nos fournisseurs qui, eux, utilisent le fait qu'on est de grands donneurs d'ordre ou de petits ou moyens donneurs d'ordre ouais. pour continuer à innover, à faire de la recherche, mais aussi à tout simplement développer pour l'interne et de nourrir des familles un peu partout. Donc, Ouais. il y a vraiment, je pense qu'à partir du moment où on comprend qui on est dans la chaîne de valeur en tant qu'approvisionneur et donneur d'ordre, on devient un petit peu plus humain. On ajoute un côté humain à tout ça. Euh, et c'est pour ça que je fais ce que je fais depuis 25 Oui, ans. non, puis tu as tellement raison. Puis ça favorise aussi la relation à l'interne parce que quand on sait déjà.
Parce qu'il y a encore une espèce de perception très mauvaise où les approvisionnements sont de leur coin, à faire des PO, on reçoit des demandes, on fait des... Dans quelques entreprises encore, les parties prenantes ou les gens à l'interne n'ont pas une belle perception de ce que font les approvisionnements. Alors, je dis toujours, il y a des moyens de s'impliquer, il y a des moyens de démontrer de l'intérêt qui Ben vont oui. faire à un Mais il faut moment les donné. intégrer aussi. Oui, Il faut les exactement. intégrer pour qu'ils comprennent la complexité Ouais, de notre tâche, en fait. Elle est ouais, complexe. Elle ouais, est remplie d'obligations. ouais, Puis quand je dis obligations, c'est de gestion de risque. ouais. On a nommé 4 risques. C'est pas des petits risques. Non, non. On parle des risques opérationnels, financiers, légaux, réputationnels. Et tout ça passe par le département des Ouais, achats. une grande contribution. 68 des dépenses d'une entreprise passent entre les mains d'un acheteur. C'est pas peu, là. Non. 68 des dépenses. Donc, il faut prendre le temps, quand on Ouais. travaille, on est professionnel de l'approvisionnement, de bien comprendre notre plus-value à l'intérieur d'une entreprise, de la faire valoir, de se faire entendre, de se faire connaître. Puis ça, ben, il n'y a rien de mieux que Puis d'influencer. d'intégrer les gens à l'intérieur de la prise de décision parce qu'on a aussi besoin d'eux. On a besoin de leur connaissance. Je ne suis pas métallurgiste, je ne suis pas experte en textile, je ne suis pas quelqu'un au niveau qualité, contrôle de qualité. J'ai des experts pour ça. Ils font partie de mes équipes, puis je les utilise à bon escient. Ça a toujours été le cas. Et ça, n'importe qui pourrait venir contresigner ce que je viens de dire. À chaque endroit où j'ai travaillé, j'ai rassemblé mes équipes. Si c'était pas finance, légal et moi-même pour la négociation de contrat, c'était toute l'équipe, les équipes, les spécialistes, les Mais on, professionnels, on les parle de ingénieurs. vraie collaboration. C'est ça, la collaboration, c'est Toujours, chacun toujours. amène son bagage d'expertise puis d'expérience. Donc, quand tu regardes ce que tu vois en ce moment, par exemple, en 2024, comment tu qualifierais l'avenir là, de ce rôle-là de gestionnaire de risque au sein de la chaîne d'approvisionnement? Grandissante, vraiment. C'est Puis, encourageant alors, là, ben, c'est encourageant ou décourageant pour certains. Il y en a qui voudront pas prendre ce virage-là. ce virage-là en tant que professionnel Ouais. d'approvisionnement, qui vont choisir de garder l'emploi de tout simplement placer des bons de commande. C'est correct. On en a besoin. Ça, Oui, on peut pas faire sans, oui, mais mais il faut ceux autre qui chose. veulent se démarquer, qui veulent aller plus loin, je leur recommanderais fortement de se pencher sur la gestion de risque et de voir comment l'intégrer à l'intérieur de leur chaîne d'approvisionnement, avec leurs fournisseurs, des discussions avec les fournisseurs, mais les parties prenantes internes ou externes. Donc, la pandémie a mis en lumière les failles de la chaîne Ouais. d'approvisionnement, les risques inhérents. Et puis là, c'est plus fort que jamais, en fait, tout ce Ben qui est c'est le gestion temps de ou risque. jamais, je te dirais. Malheureusement, j'ai pas constaté partout des grandes améliorations depuis la pandémie. Les choses ont eu tendance à revenir un peu. Donc, on a repris un peu nos mauvais plis ou Oui, nos oui, on a mauvaises fait du habitudes. réactionnel, on a fait du Je le réactionnel, vois, c'est juste puis dans les niveaux d'inventaire. Là, oui, bon, mais je pense qu'il y a quand même un éveil chez plusieurs. Et puis plusieurs dirigeants. Là. Il y a comme une responsabilité de la direction aussi à faire en sorte que cette fonction-là, là, ils portent attention. Et puis qu'on écoute aussi, puis qu'on soit vraiment très attentif à ce qu'elle nous propose. Donc, quand on parle de compétences essentielles, j'aime bien terminer souvent mes rencontres avec ça. En 2024, 2025 bientôt, le professionnel de l'approvisionnement, qu'est-ce qu'il a besoin comme compétences? J'avais fait comme un petit package là, de quatre. Il y en a plein, là, puis ça se développe. Au-delà de l'analytique, puis de l'automatisation, tout ça, mais la gestion de risque, c'est le premier. oui, C'est numéro un. oui. On peut pas faire sans. Il faut viser à être un bon gestionnaire de risque. L'éthique, je le mets en haut aussi. L'éthique, je veux dire, c'est pas 3 ou 4 ou 5 ou 6 en bas de la ligne. Deuxième, l'éthique. Oui, La communication. oui, On n'est pas bon là-dedans en général. C'est fou, hein? ouais, non, On n'a pas des profils de communicateurs tout le temps. Puis je me dis, Colin, c'est le nerf de la guerre. Tu veux vendre ton projet, ton initiative, convaincre ton fournisseur d'embarquer. Fait ouais, que je me dis, ça, c'est intéressant. Puis la compréhension des marchés. ouais. Ça aussi, je mettrais ça là-dedans. En ajouterais-tu? Oh mon Dieu, le courage, Oui. la curiosité, euh,
l'ouverture d'esprit. Ouais. Faites des liens, tu sais, mais je pense que tu as très bien énuméré les prochaines, moi je dirais les prochaines 3 années, ça va être des aptitudes à développer chez les approvisionneurs, les professionnels de l'approvisionnement, euh, gestion de risque et éthique. Puis là, ça m'amène à dire, si on veut... Et quand on dit éthique, là, on parle aussi de SG, hein? On Oui, parle, oui, OK, oui, OK, je mets tout ça, OK, OK. gouvernance, éthique, Oui, 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 oui. toutes ces notions-là, Mm, environnementales et tout ça. Mais après, je pense toujours à la relève, parce que souvent, je le répète aussi, que la perception de l'externe, souvent, puis des jeunes en particulier, la pro, c'est des PO. C'est comme pas très, très intéressant, puis pas très attractif. J'en parle tout le temps parce que mais c'est vrai. Fait mais que je me dis, j'encourage les avec ces gens. compétences-là, je dis gestion des risques, là, oups, OK, Mais on a des attention. choses intéressantes à faire, là. Mais il faut. Moi, j'ai été 5 ans acheteur à placer des bons de commande. Et je dis encore à ce jour que c'est probablement l'emploi le plus stressant que j'ai. Puis là, on était loin des Mais c'est cellulaires, là. On effectivement était loin. stressant. Là, moi, c'était des war rooms, puis tu sais, la production en arrière, puis ceux qui me connaissent se reconnaîtront. Mais tu sais, c'était hyper stressant, C'est là. stressant. Écoute, Et puis, dans une entreprise qui est en courir. croissance, si tes volumes ne font qu'augmenter, si à un moment Ouais. donné, ça devient, Oui, oui. il faut faire Mais autre chose aussi. j'encourage toute personne de faire au moins 3 ans comme acheteur et de bien comprendre. Après ça, vas-y, continue. Ouais. Fait que les gestionnaires d'équipe, là, c'est le fun de faire cette transition-là. Oui, Tu sais, pour une ben, ressource c'est ce d'un que j'ai poste fait. à Donc, l'autre, je d'un suis niveau à l'autre. d'acheteur à gestionnaire d'équipe Ouais. à contract manager, en fait, Mhm. gestionnaire de contrat. Donc, tranquillement et en montant. Mais faites vos échelons. Puis des projets plus complexes en s'en allant. Toujours, Puis tout ça. toujours. on- Puis, il ne faut pas oublier, on va avoir des Black Swan à travers tout ça. Moi, j'ai vécu le 9/11, j'ai Exact. vécu le 1H1N1, Tout ce qu'on peut le pas prévoir, là. tsunami, Ouais. Ouais. la COVID, Les guerres. les guerres, les changements climatiques, le canal de Panama qui était à sec encore Ouais. au début de l'année, cette année. Donc, les pirates des mers, on l'oublie. Ah Il y a ouais. plusieurs conteneurs qui sont dans le fond de la Absolument. mer. Donc, voilà. Donc, il faut être alerte qu'il y a des beaux défis. Donc, tu sais, je conclus là-dessus en disant ceux qui pensent encore que l'approvisionnement, c'est une fonction de soutien, là, puis que c'est pas une fonction stratégique, se trompent. Oui. Mais je pense que tu étais en mesure aujourd'hui, c'est de leur livrer un beau témoignage, des belles expériences, puis des connaissances que tu as acquises tout au long de ces années-là, qui vont les convaincre du contraire, puis qui vont leur permettre aussi d'être interpellés, puis de décider là-dedans s'il y a des éléments qu'ils peuvent mettre en application. Moi, je pense qu'il y en a plusieurs. Mais merci, Isabelle. Franchement, ça a été riche Merci en à toi, discussion. Claudine. Non, Puis merci je à pense qu'on toi. a contribué à quelque chose Ben, avec ce beau j'espère, bagage. Et puis, j'espère. vraiment, merci. Puis j'invite tout le monde, s'ils veulent avoir plus d'informations, ils peuvent me communiquer. Ça va me C'est faire plaisir de génial. répondre. Merci beaucoup. Merci à toi. Tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui et qui ont apprécié le contenu, je vous invite à partager vos commentaires, à liker, à vous abonner aussi et à nous proposer des sujets. Pourquoi pas? Il y a peut-être des sujets que vous auriez aimé aborder au cours de ces balados-là. Ça me fera plaisir d'en tenir compte et de trouver le meilleur interlocuteur pour le faire. Donc, s'il vous plaît, dites-nous ce que vous en pensez. Merci. Vous avez apprécié cet épisode? Je vous invite à vous abonner à nos plateformes de diffusion pour découvrir plus de contenu.